C'était en 1942. Dans les eaux glaciales de l'Atlantique, un marin marchand s'accrochait à une épave, regardant son navire chargé de fournitures vitales s'enfoncer dans les profondeurs. Au-dessus de lui, la tourelle d'un sous-marin allemand traversait la surface comme l'aileron d'un requin d'acier, tandis que son équipage cherchait sa prochaine proie. De l'autre côté de l'océan à Berlin, Hermann Göring, maréchal du Reich, se détendait dans son luxueux bureau, vêtu d'un uniforme sur mesure chargé de décorations. Des cartes de l'Atlantique bordaient les murs, parsemées d'épingles rouges marquant chaque navire allié envoyé au fond. Les rapports des commandants de sous-marins de Karl Dönitz arrivaient sans arrêt, alimentant son arrogance. Les Américains, se vantaient-ils auprès de ses subordonnés, perdaient des navires plus vite qu'ils ne pouvaient en construire. Lorsqu'il a entendu parler du projet audacieux des États-Unis visant à lever 500 cargos d'urgence, Göring a ri. 500 navires? D'un pays qui, l'année précédente, en avait à peine lancé une douzaine? De la pure fanfaronnade américaine, a-t-il déclaré. Aucune substance, juste des mots. Leurs sous-marins les couleraient tous avant de faire une différence dans la guerre. Göring venait de commettre l'une des plus grosses erreurs stratégiques de l'histoire militaire. Pour comprendre l'ampleur de cette erreur, il est nécessaire de se plonger dans la crise qui se déroulait dans les eaux sombres de l'Atlantique Nord. En 1942, la Grande-Bretagne, dernier bastion de l'Europe libre, était au bord de la famine. La nation qui dominait autrefois les mers se retrouvait désormais entourée par celle-ci. Chaque once de nourriture, chaque litre de carburant, chaque arme nécessaire pour affronter l'Allemagne nazie dépendait d'une traversée de 3000 milles où se cachait l'arme la plus meurtrière d'Hitler, ni la Luftwaffe, ni l'armée, mais la flotte de sous-marins de Dönitz. Les chiffres étaient effrayants. Rien qu'en 1942, les sous-marins allemands couleront plus de 1600 navires alliés, totalisant 7,8 millions de tonnes de fournitures vitales. Au cours des premiers mois de cette année-là, les pertes ont atteint des niveaux catastrophiques, 868 navires 3,1 millions de tonnes ont coulé, tandis que seulement 42 sous-marins ont été détruits. Les mathématiques de la survie étaient cruelles, à ce rythme, la Grande-Bretagne serait asphyxiée avant que la puissance industrielle américaine puisse inverser la tendance. Winston Churchill, le Premier ministre qui a dirigé la résistance britannique, avouera plus tard qu'une seule chose le terrifiait pendant la guerre, ni les bombardements, ni la menace d'invasion, mais la lent étranglement de sa nation par les « requins d'acier » de Dönitz dans les voies maritimes. À Berlin, l'atmosphère était à une confiance silencieuse. Les dirigeants allemands ont analysé les données avec une précision chirurgicale. En 1941, la capacité de construction navale américaine était négligeable, moins de 2 douzaines de navires marchands furent lancés. Même si les Américains multipliaient leur production, il leur faudrait des années pour rattraper ce que les sous-marins ont coulé en quelques mois. Göring, l'héritier désigné par Hitler et commandant de la Luftwaffe, exultait. Vétéran de la Première Guerre mondiale, il avait vu comment les sous-marins du Kaiser chevauchaient presque la Grande-Bretagne en 1917. Il pensait désormais qu'ils allaient terminer le travail. Les Américains pensent-ils pouvoir nous surpasser en production, il l'aurait dit à ses officiers. Laissons-les essayer. Pour chaque navire qu'ils lancent, nous en coulerons 2. Ils n'ont ni organisation industrielle, ni tradition maritime, ni détermination du peuple allemand. Sa confiance en lui n'était pas sans fondement. La flotte de sous-marins s'agrandit chaque mois, avec de nouveaux modèles type 7 et type 9 quittant les chantiers navals de Kiel, Hambourg et Brême. Il ne s'agissait pas des sous-marins primitifs de 1914, c'étaient des chasseurs sophistiqués, capables de rester immergés pendant des heures, équipés de torpilles avancées et commandés par certains des meilleurs officiers de la marine allemande. Des équipages comme ceux de Günther Prien, qui a infiltré la base britannique de Scapa Flow et a coulé le cuirassé Royal Oak, ou d'Otto Kretschmer, surnommé Silent Otto, pour ses tactiques impitoyables, n'étaient pas des marins ordinaires. Ils étaient l'élite, sélectionnée par ses courage, compétence et loyauté inébranlables envers le Reich. Mais à 3000 milles de là, dans les chantiers navals de Baltimore, Portland et Richmond, quelque chose d'extraordinaire commençait à prendre forme. L'attaque de Pearl Harbor avait réveillé un géant endormi, et ce géant faisait désormais preuve de muscles industriels sans précédent. Au centre de cette transformation se trouvait Henry Kaiser, un magnate de la construction qui n'avait jamais construit de navire. Lorsqu'il a examiné les méthodes traditionnelles ou des mois de savoir-faire, chaque pièce étant ajustée à la main, il a constaté leur inefficacité. Là où d'autres voyaient la tradition maritime, Kaiser voyait des goulots d'étranglement. « Nous ne construisons pas de yachts », a-t-il déclaré à ses ingénieurs. « Nous fabriquons des caisses de chargement qui flottent. Et nous allons le faire plus rapidement que quiconque ne l'imagine. »
Son approche était révolutionnaire, appliquer les principes de production de masse d'Henry Ford à la construction navale à une échelle jamais vue auparavant. Alors que les chantiers navals conventionnels assemblaient les navires un par un, avec des artisans spécialisés, Kaiser imaginait des chaînes d'assemblage avec des sections préfabriquées, soudées ensemble par des ouvriers semi-qualifiés en une fraction du temps. Le modèle choisi s'inspire d'un navire britannique de classe Ocean, selon les normes maritimes, mais fonctionnel. Le Liberty Ship mesurait 134 mètres de long et 17 mètres de large, propulsé par une machine à vapeur à 3 cylindres qui le propulserait à 20 km/h. Ces 5 cales pourraient contenir plus de 9000 tonnes de marchandises, ainsi que des chars, des avions et des locomotives amarrées au pont. Le président Franklin Roosevelt lui-même a baptisé ces navires « Freedom Ship », un nom qui symbolisait leur objectif et la détermination américaine à maintenir la liberté en mer. À l'aube de 1942, la course était lancée. Dans l'Atlantique, Dönitz a ordonné ce qu'il a appelé la « seconde moitié heureuse », une campagne coordonnée visant à couper une fois pour toutes le lien vital entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les sous-marins avançaient vers les côtes américaines, prêts à transformer l'océan en un cimetière d'acier. Mais de l'autre côté, dans les chantiers navals, une machine de guerre industrielle commençait à rugir. Et Guerin, dans son bureau. Aux côtières, tapis à quelques kilomètres au-dessus de l'horizon, de New York à la Floride. Les loups de Dönitz chassaient comme une meute affamée, pétroliers et cargos s'enflammaient sous l'impact des torpilles, coulant avec une précision mortelle. Au cours des 3 premiers mois de 1942, plus d'une centaine de navires furent envoyés au fond de l'Atlantique dans les griffes des sous-marins, un massacre qui transforma les voies de navigation en couloirs de la mort. Les villes américaines ont éteint leurs lumières côtières, plongeant la côte dans le noir absolu dans une tentative désespérée de cacher les navires à l'éclat mortel des villes. Mais même l'obscurité n'a pas arrêté le carnage. Les marins marchands, des hommes ordinaires qui s'étaient engagés pour transporter des fournitures et non pour se battre, se sont retrouvés, du jour au lendemain, dans des canots de sauvetage, luttant dans les vagues glacées ou brûlant vifs dans les mers de pétrole. Civils d'âge moyen, pères de famille, anciens agriculteurs, ouvriers reconvertis, aucune formation ne les avait préparés à cet enfer. Et pourtant, ce sont eux qui ont soutenu l'épine dorsale de la résistance alliée, payant par le sang le prix de chaque tonne d'acier qui n'atteignait pas l'Angleterre. Pendant ce temps, dans les chantiers navals américains, une révolution silencieuse gagnait en force. Henry Kaiser, le magnate de la construction, a appliqué aux navires les mêmes principes qui avaient permis de construire des barrages et des ponts en un temps record, une production de masse, une main-d'œuvre formée en semaines, et non en années, et une chaîne d'assemblage qui transformait des tôles d'acier en navires en quelques jours. Le SS Patrick Henry, le premier Liberty Ship, avait été lancé en septembre 1941, avant même Pearl Harbor, du nom du cri de guerre du héros révolutionnaire, « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort ». Des mots qui sonnaient comme un présage, alors que le navire se préparait à défier le siège sous-marin. Le nazi. Ce qui est venu ensuite border l'impossible. SAD, précédemment limité par les quotas et la bureaucratie, a maintenant fonctionné comme des machines de guerre. L'objectif initial de 500 navires semblait timide, puis ridicule, jusqu'à ce qu'il devienne une blague amère pour les Allemands. En 1942, 18 chantiers navals à travers le pays ont travaillé en parallèle, dans une symphonie d'étincelles et de sueur. À Richmond, en Californie, le complexe Kaiser a employé 90 000 travailleurs en quarts ininterrompus, 24 heures sur 24. À Portland, dans le Maine, où jusqu'à récemment, le plus grand projet était la construction de bateaux de pêche, ils ont maintenant laissé les géants de 10 000 tonnes. La transformation a été si rapide qu'elle a contesté la logique, les agriculteurs du Midwest ont échangé la charrue à travers le flambeau de soudage à Baltimore, Down Housewives a appris à gérer les grues monumentales, les professeurs d'université ont abandonné leurs chaises pour gérer les horaires de production dans des chantiers navals qui ne savaient même pas avant la guerre. L'apprentissage était brutal. Le premier navire Liberty a eu des échecs structurels, sabots fissurés, soudures défectueuses, patchs qui ont cédé au poids des vagues ou à l'impact des torpilles. Mais chaque erreur était une leçon. Les ingénieurs ont corrigé des défauts à la même vitesse que les navires ont été libérés. Le contrôle de la qualité est devenu obsession, chaque soudure a été inspectée, chaque plaque testée, chaque rivet vérifié. Les navires n'étaient pas des chefs d'œuvre de l'ingénierie navale, ils étaient suffisamment forts pour naviguer, et c'était suffisant. Ce qui comptait, c'était la vitesse. Et la vitesse était implacable. Derrière les chiffres, il y avait des visages. À Richmond, Constance Baumann, une grand-mère à la retraite, a échangé ses après-midi en tricot pour le quart de nuit au chantier naval de Kaiser. Dans les lettres frisées par l'épuisement,
elle a décrit le bruit assourdissant des machines, l'odeur du métal brûlé, la peur constante des accidents, et, surtout, la certitude inébranlable que chaque navire qui a laissé les quais portait non seulement, mais l'espoir d'un monde libre. À Portland, le jeune soudeur Robert Perry, du nom de l'explorateur arctique, a découvert qu'il avait des mains d'or pour sceller les joints entre les feuilles d'acier. Dans le soleil brûlant ou le gel Sharp, lui et son équipe ont enregistré leurs initiales dans des chansons cachées des sous-sols, comme une signature secrète de la fierté. Ces hommes et ces femmes, beaucoup sans jamais voir la mer, compris, mieux que les généraux ou l'amiral, que chaque navire a été un coup direct au cœur du Troisième Reich. Chaque rivet martelé, chaque soudage parfait, était une promesse, que la tyrannie ne prévaudrait pas. Le rythme était inhumain. Des semaines de 60 heures, soutenues par le café noir, des sandwichs avalés dans la race et la conscience qui, de l'autre côté de l'Atlantique, a fait confiance à leur vie à la solidité de ses sabots. Les normes de sécurité de Peacetime ont été jetées par la fenêtre. Maintenant, le seul modèle acceptable était celui de l'excellence absolue. Pendant ce temps, à Berlin, des rapports de renseignement allemands ont été reçus avec une incrédulité croissante. La production américaine n'a pas seulement accéléré, il s'est multiplié comme un virus. Jusqu'au milieu de 1942, les navires Liberty ont été libérés à 3 par jour. Les sous-marins ont coulé des navires, mais les États-Unis les ont remplacés plus rapidement que les sous-marins ne pourraient les détruire. Le dédain initial de Göring pour la capacité industrielle américaine ne semblait désormais pas comme une erreur, mais comme une cécité stratégique mortelle. L'Allemagne avait calculé son plan basé sur l'Amérique d'avant-guerre, lent, divisé, attaché à des méthodes obsolètes. Il ne comptait pas sur ce qui se passerait lorsqu'une nation a réveillé sa machine industrielle à la guerre totale. Lorsque le profit a été remplacé par le devoir, lorsque l'innovation surmonte la tradition, lorsque chaque citoyen, du travailleur à l'exécutif, a compris que la défaite n'était pas une option. Les Allemands avaient vu le pouvoir américain pendant la Première Guerre mondiale, mais cela avait été une mobilisation tardive, mixte par les divisions internes. Cette fois, c'était différent. Cette fois, tout le pays était uni, convaincu que sa propre survie dépendait de la surmonter l'axe non pas des champs de bataille, pas encore, mais en ligne de production. À la fin de 1942, les chiffres commençaient à tourner le jeu. La flotte américaine de Liberty, Victory et High Speed Walster a déjà totalisé plus de 3500 navires secs et 900 chars rapides. Ce que Göring avait rejeté en tant que costume de 500 navires était devenu une inondation en acier que les U-boats ne pouvaient pas contenir. L'effet psychologique sur l'équipage sous-marin était dévastateur. Là où ils chassaient autrefois des proies lentes et non protégées, ils sont maintenant tombés sur des trains blindés d'escorte, couverts par des avions et alimentés par un flux de navires sans fin. Chaque torpille déclenchée était une caractéristique finie, chaque navire qui coule, une victoire purement. Parce que, alors qu'ils rechargeaient leurs armes à travers l'océan, une autre vague de navires Liberty glissait déjà à travers les quais, prête à défier la serrure. La marée tournait. Et cette fois, c'est l'Amérique qui a dicté le rythme de la guerre. Les défenses et les navires qui coulent dans une orgie de destruction calculée. C'est la tactique qui avait transformé l'Atlantique en un cimetière d'acier, qui avait frissonné les alliés et faisait maintenant face à leur plus grand test. Parce que les loups se heurtaient à quelque chose que même la machine de guerre nazie n'avait pas prévu, pas une flotte, pas une industrie armée mais une industrie. Une industrie qui, au lieu de saigner, s'est multipliée avec chaque coup. Dönitz a écrasé la cigarette sur le cendrier métallique, les yeux fixes sur les cartes d'épingles rouges, chacune représentant un navire coulé. Mais parmi ces épingles blanches, d'autres ont commencé à proliférer comme une peste, les symboles des sous-marins perdus. 37 en un seul mois. Un nombre qui blesse plus que toutes les statistiques de tonnage qui coulent. Il connaissait les mathématiques implacables de ce jeu, pour chaque navire Liberty que ces loups ont envoyé à l'arrière-plan, 3 autres ont glissé des quais américains. Et ces quais n'ont pas dormi. Ils n'ont pas reculé. Ils n'ont pas demandé la trêve. Pendant ce temps, 30 mètres sous la surface, Hans Weber a ajusté les contrôles UE-657, ressentant le poids de la décision. Devant vous, le monstre HX-229 train à 60 navires protégés par des destroyers de sonar et des avions pointus chassant les ombres sous les vagues. Les jours d'attaque facile s'étaient terminés. Maintenant, chaque plongée était un calcul du risque, chaque torpille parie contre un système qui avait appris à les chasser. Les Alliés avaient non seulement fermé la brèche, ils tournaient la table. Les chasseurs étaient maintenant la proie. Et sur le pont de Richard Bland, le capitaine Morrison a serré ses poings lorsqu'il a entendu le rejet du sonar, contacter les bonbons, 2 milliards, approchant.
Il savait ce que cela signifiait. Quelque part dans ces eaux sombres, un prédateur en acier a ajusté son objectif, comptant les secondes à l'impact. Mais Morrison savait aussi autre chose, derrière lui, s'étendant à l'horizon, d'autres navires sont venus. Et plus. Et encore plus. Une procession qui ne s'arrêterait pas, peu importe le nombre de torpilles que les Allemands ont lancées. Parce que l'Amérique ne faisait pas que construire des navires. Il construisait une inévitabilité. Et au siège de l'Orient, Dönitz a examiné les rapports de production alliés avec une compréhension froide, la bataille de l'Atlantique ne serait pas décidée par la tactique, ni même par la capacité de ses commandants. Il serait décidé par une force beaucoup plus primitive et beaucoup plus implacable, la capacité d'un peuple à transformer l'acier en liberté, tandis que l'horloge de l'histoire a couru contre eux. Les loups hurlèrent toujours. Mais le troupeau avait maintenant des dents. La stratégie était simple dans sa brutalité, noyer les trains en nombre. Non par le génie tactique, mais par la force écrasante de la quantité. Les Wolfpack de Dönitz, autrefois des chasseurs implacables, maintenant. Et ils l'ont vu forcer d'attaquer des troupeaux de plus en plus grands, comme des loups affamés essayant de renverser un poids corporel pur. Et le 16 mars, à l'aube, le train du capitaine Morrison est devenu la cible de ce désespoir calculé. 11 sous-marins, coordonnés par des radios qui crépitent les ordres directs de l'Orient, se propagent comme une toile mortelle à plus de 80 km d'océan. Le capitaine-lieutenant Weber UO-65 n'était qu'une des proies tranchantes dans ce mécanisme de destruction. La première torpille a quitté ses tubes avant même que le soleil ne déchire l'horizon, atteignant un pétrolier dans les flancs gauche du train. L'explosion était un flash apocalyptique, l'huile en flamme peignant le ciel orange, la fumée noire avalant la mer comme présage. En quelques minutes, d'autres U-boats ont rejoint le banquet. Les torpilles coupent la formation comme des hauts fonds de frenzy, à la recherche de la faiblesse entre les rangées de navires. L'équipage de Richard Bland a entendu le premier impact en tant que tonnerre sourde, suivi par le hurlement strident des destroyers d'escorte. Morrison n'a pas hésité, la vitesse d'urgence, les zigzags désespérés pour confondre les vues du sous-marin. Autour d'eux, le train s'est désintégré dans un navire KO1 organisé à la suite de protocoles répétés, chaque capitaine prenant des décisions en quelques secondes qui séparaient la survie de l'abîme. Des balises bisanes, comme des chiens de garde en colère, se sont jetés contre les tapis roulants des torpilles, leur charge de profondeur prête à écraser toute ombre suspecte dans les eaux ci-dessous. Pour les marins marchands, la bataille a été un cauchemar d'impuissance. Ils ont vu les résultats des navires exploser dans des boules de feu, des sabots partant en deux, des hommes disparaissant sur les vagues mais ils ne pouvaient pas riposter. Son seul bouclier était la vitesse, la chance et la foi aveugle que les escortes trouveraient des loups avant que plus de dents ne coulent dans la chair du train. Et Weber, dans les profondeurs de LU 657, a constaté que la chasse était devenue un chasseur. Le sonar d'un destroyer l'avait localisé et les charges de profondeur ont commencé à pleuvoir comme des marteaux d'un dieu irrité. Chaque explosion a secoué le sous-marin comme un jouet canne, les feuilles d'acier gémissant sous la pression. Silence absolu, a ordonné Weber, et le UE 657 est devenu une tombe de chuchotements et de mouvements calculés. Tout son, le souffle d'un marin, le cri de Botkan quand les trahit. Dans les compartiments de batterie, les hommes ont retenu leur souffle. Dans la salle de contrôle, seuls les pings lointains ont été entendus du sonar ennemi et du tonnerre sourd des détonations au-dessus. Pendant 18 heures, l'océan est devenu une planche d'échecs mortelle, où chaque mouvement pourrait être le dernier. Lorsque la poussière a chuté, l'équilibre était sanglant, 7 navires au soleil, dont Tri-Liberty, mais le train avait suivi. 34 navires, avec leur charge vitale, ont brisé les vagues vers la Grande-Bretagne. Et les Wolfpack ont également payé leur prix, 4 U-boats sont allés au fond, leurs équipages rejoignant le panthéon silencieux de ceux qui ne reverraient plus jamais la surface. LU 657 de Weber s'est échappé par un fil, mais mauvais. Son sous-marin, droit par les charges de profondeur, a ramené vers la base française comme un animal blessé. Tout en naviguant dans l'ombre de la défaite, une question l'a consommé, pourquoi, malgré tout, le train n'a-t-il pas été anéanti? Ils avaient perdu des navires, oui, mais le convoi avait survécu. Et pire, les escortes n'étaient plus des proies faciles. Leurs commandants ont appris rapidement, leurs tactiques ont évolué, leur équipement, score, sonar, charge de profondeur, il était avec chaque mois qui passe. Mais ce qui a vraiment gelé le sang de Weber, ce sont les mathématiques cruelles qui se sont avérées à chaque patrouille. Il avait coulé une liberté avec une torpille parfaite, regardant le navire partir en deux et disparaître en moins de 10 minutes. Pourtant, pour chaque navire qu'il coulait, 2 autres semblaient se lever à l'horizon.
Où diable est venue toutes ces coques? Est-ce? La réponse était à 3000 miles des quais bouillonnants de l'Amérique, où Henry Kaiser avait transformé la production navale en une machine de guerre sans précédent. En décembre 1943, 18 chantiers navals crachent la liberté du navire à un rythme qui remet en question la physique. Au Richmond numéro 2 en Californie, les travailleurs venaient de battre tous les records. SS Robert E. Peary a été construit à partir de la quille pour lancer dans les 4 jours, 15h29. Une émission publicitaire? Oui. Mais aussi un avertissement. L'Allemagne pourrait rire des promesses américaines en 1941, lorsque Göring a quitté le but des 500 navires. Maintenant, ces mêmes chantiers navals ont livré 1900 navires seulement cette année-là, et le but final était le 5000 avant la fin de la guerre. Mary Stuart, la femme qui avait baptisé Peary avec une bouteille de champagne, n'avait jamais vu de navire lancé avant la guerre. Maintenant, c'était l'un des milliers d'Américains qui ont échangé des tabliers contre une salopette, des soudures par soulignement, et la peur de la certitude que chaque rivet dans une coque pouvait sauver son mari ou son fils sur le front. Je n'ai jamais imaginé que je travaillerais avec l'acier et le feu, avouera-t-il plus tard. Mais quand vous savez que la vie de quelqu'un dépend du navire que vous construisez, vous trouvez une force que vous ne saviez même pas que vous aviez. À Berlin, la vérité a finalement atteint les niveaux les plus élevés du commandement allemand comme un coup de poing dans l'estomac. Dönitz, convoqué à un briefing avec Hitler, a présenté des chiffres que le Führer a refusé d'accepter, 41 U-booty perdus en mai 1943, principalement avec l'équipage entier. Les Américains construisent des navires plus rapidement que nous ne les avons affrontés, grogna l'amiral franchement. Nos hommes sont les meilleurs au monde, mais ils sont écrasés par le poids des chiffres. Göring, bien sûr, renifla de dédain. Impossible. Aucune nation ne peut gérer ce rythme. Votre économie s'effondrera. Mais ces mots semblaient creux, même à ses propres officiers. Le renseignement allemand avait confirmé le cauchemar, des photos aériennes, des documents capturés, des témoignages de prisonniers, tous indiquaient vers la même conclusion terrible. Liberty Ship n'était pas la légende. Ils étaient la réalité. Et à traverser l'Atlantique dans des maillots de bain toujours plus grands. L'effet psychologique sur les sous-marins allemands était dévastateur. Des rapports de patrouille ont parlé de trains qui s'étendaient à l'horizon, de nombreuses escortes qu'ils ont fait de la surface Kriegsmarine ressemblent à une flotte de jouets, une couverture aérienne qui a fait des attaques diurnes un suicide. Le capitaine-lieutenant Wolfgang Lüth, l'un des U-boats les plus mortels de la guerre, résumerait la nouvelle ère avec une phrase qui résonnerait comme une épitaphe. Incapable de rivaliser avec le Reich a révélé non seulement la même chose mais incomparablement plus élevée en échelle, en efficacité et en résilience. Ce que Göring considérait comme une démocratie faiblesse libérale, l'économie de marché, la société plurielle, et devient le plus grand avantage stratégique des Alliés. Alors que l'Allemagne dépendait des esclaves et du travail forcé dans des usines bombardées, les États-Unis ont mobilisé des bénévoles sur des cars ininterrompus, avec des salaires équitables et un objectif commun. Alors que le Troisième Reich a épuisé ses ressources dans des projets grandioses et improductifs, l'Amérique a optimisé chaque angle, chaque soudage, chaque heure de travail pour surmonter la guerre par friction que les Allemands avaient choisi de s'écraser. Les navires Liberty, avec leurs coques à la hâte et aux lignes maladroites, étaient l'incarnation parfaite de cette philosophie. Ce n'étaient pas des chefs-d'œuvre de l'ingénierie navale, il était des machines de guerre démocratisées. N'importe quel chantier naval pourrait les construire. Tout équipage pourrait les exploiter. Tout port pourrait les recevoir. Et quand ils coulaient, alors qu'ils coulaient inévitablement, 10 autres étaient déjà en route pour prendre leur place. C'était une stratégie que les stratèges allemands, créés dans la tradition de Blitzkrieg et de la victoire décisive, n'ont tout simplement pas compris. Ils ont combattu. Gloire, les Américains se sont battus pour les mathématiques. Et les calculs étaient implacables. En 1943, alors que la Kriegsmarine rêvait encore d'une victoire dans l'Atlantique, les chantiers navals de Kaiser livraient déjà un Liberty Ship tous les 4 jours. Un an plus tard, le rythme était d'un navire tous les 2 jours. Alors que les sous-marins passaient des semaines en mer à couler une demi-douzaine de cargos, les Américains lançaient l'équivalent d'une flotte entière dans l'océan dans la même période. Chaque torpille atteignant une cible était une victoire tactique, mais chaque navire partant de Baltimore, de la Nouvelle-Orléans ou de Portland était une défaite stratégique pour Berlin. Les Allemands pouvaient couler des navires, les Américains pourraient faire sombrer leurs économies. L'amiral Karl Dönitz, qui avait hérité du commandement de la Kriegsmarine après la chute de Rader, comprit trop tard l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds. Dans son journal,
il notait avec amertume que la guerre dans l'Atlantique avait été perdue non pas à cause du manque de courage des sous-mariniers dont les sacrifices étaient héroïques mais à cause de la capacité incompréhensible des Américains à transformer l'acier en navire plus rapidement que nous ne pouvions transformer les navires en ferraille. Jusqu'au bout, il refuserait d'admettre l'évidence, l'Allemagne n'avait aucune chance face à un ennemi capable de se tromper, d'apprendre et de corriger ses erreurs à l'échelle industrielle, tandis que le Reich se noyait dans sa propre inefficacité bureaucratique et l'illusion de sa supériorité raciale. Lorsque les dernières vagues de sous-marins reçurent l'ordre de se rendre en mai 1945, de nombreux capitaines préférèrent couler leurs sous-marins plutôt que de les remettre aux Alliés. C'était un geste de désespoir, pas de confiance. Ils savaient que même en cas de défaite, leur navire était toujours craint, mais ils savaient aussi que, dans le grand contexte de la guerre, leur sacrifice avait été vain. L'Atlantique, qui aurait dû être le tombeau de la Grande-Bretagne, était devenu le lieu de sépulture de l'ambition nazie. Ainsi, parmi les vagues qui ont lavé les épaves des deux flottes, une leçon a été gravée à jamais, dans les guerres modernes, ce ne sont pas seulement les armées qui décident du sort des nations. Ce sont les usines. Ce sont les ouvriers. C'est la capacité d'une société à se réinventer sous pression, à transformer les défis en opportunités et les peurs en détermination. Les Liberty Ships, avec leur soudure rudimentaire et leurs moteurs bruyants, n'étaient pas de simples navires. Ils étaient la preuve que lorsqu'une nation allie détermination et puissance industrielle, même les mers les plus hostiles peuvent devenir des chemins vers la victoire. Le Troisième Reich, malgré toute son ingénierie militaire et son génie tactique, a succombé non pas par manque de courage mais par la force écrasante d'une nation qui a transformé chaque atelier, chaque chaîne de montage en une tranchée de liberté. L'histoire des Liberty Ships n'est pas seulement une histoire de production de masse, c'est un manuel éternel sur la manière dont les sociétés libres, lorsqu'elles sont menacées dans leur essence, réveillent un pouvoir que les dictatures ne pourront jamais reproduire. Alors que les régimes autoritaires s'appuient sur une obéissance aveugle et une répression, les démocraties mobilisent quelque chose de bien plus formidable, la créativité des esprits libres, l'agilité des entreprises qui rivalisent non pour des décrets mais pour des solutions, et la fureur silencieuse des citoyens qui se battent non pour un leader mais pour un avenir qui leur appartient. Hitler a dominé l'Europe par des blitzkrieg et des trahisons stratégiques, mais s'est heurté au mur insurmontable de la capacité industrielle américaine où chaque vis serrée, chaque tôle d'acier soudé était un acte de résistance. Les chantiers navals ne produisaient pas seulement des navires, ils ont forgé la réponse du monde libre à l'oppression. Chaque Liberty Ship qui a pris la mer n'a pas été une défaite logistique pour l'Axe, mais un coup moral, la preuve que, si la tyrannie se nourrit de la peur, la démocratie se nourrit d'un espoir transformé en action. L'Atlantique, dont les sous-marins allemands rêvaient de transformer en douve infranchissable, devient l'artère vitale d'une alliance indestructible. Ces navires ne transportaient pas seulement des chars, des munitions et des fournitures. Manteau, ils sont allés avec lui l'esprit sans réserve des gens qui ont refusé de se plier. Aujourd'hui, lorsque de nouvelles ombres accrochent les valeurs qui soutiennent les sociétés ouvertes, l'héritage du navire Liberty résonne comme appel. Il nous rappelle que la vraie force des démocraties n'est pas dans la taille de leurs armées, mais dans la capacité d'inspirer l'extraordinaire de la vie quotidienne. Les travailleurs qui transpiraient sur les draps en acier, les femmes qui ont supposé auparavant leur avaient refusé des postes, les marins qui ont fait face à des tempêtes et des sous-marins, invisibles aux projecteurs de l'histoire, mais décisifs pour leur cours, ont été prouvés que la liberté n'est pas un privilège, mais une construction collective, levée avec leurs mains lorsque le moment exigeait. Hermann Göring s'est moqué quand il a appris que les Américains prévoyaient de construire 500 cargos. Son rire s'est aspiré lorsque 2700 Liberty Ships a coupé les vagues de l'Atlantique, chacune d'elles un message flottant, la démocratie ne négocie pas avec la tyrannie, ne se retire pas dans l'impossible, elle le surmonte. Et à la fin, comme cela arrive toujours lorsque la liberté refuse d'être réduite au silence, la dernière à rire était celle qui n'aurait jamais dû douter d'elle.